Aujourd'hui, voici la Floride. Comme vous le savez probablement, il n'y en a qu'une seule. Mais si je vous disais que, comme aujourd'hui avec la Caroline du Sud, la Virginie et la Virginie occidentale, il existait autrefois une Floride de l'Est et une de l'Ouest. Parce que c'est vrai, précisément entre les années 1763 et 1821. Alors, pourquoi était-ce le cas? Et pourquoi ça ne l'est plus aujourd'hui? Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'existence et la disparition des deux Florides. Comprendre le contexte historique est la meilleure façon de comprendre ce sujet. Le territoire que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Floride, qui comprend la péninsule de Floride mais aussi sa bande nord-ouest, était autrefois séparée. La bande nord-ouest s'appelait Floride occidentale et la péninsule Floride orientale. Comme son nom l'indique, elle a été formée à partir de la partie occidentale de l'ancienne Floride espagnole, en utilisant la rivière Apalachicola comme ligne de séparation avec la partie orientale. Pensacola était sa capitale, et, à son extension maximale, leur territoire s'étendait sur ce qui est aujourd'hui la bande nord-ouest de la Floride, ainsi que sur de petites zones qui sont aujourd'hui la Louisiane, le Mississippi et l'Alabama. La Floride occidentale incluait aussi des terres prises à la Louisiane française avant leur vente aux États-Unis, car ces territoires étaient temporairement administrés par les Espagnols pour les Français. Mais avant même que les États-Unis ne soient créés et n'achètent la Louisiane à la France, un autre achat territorial a eu lieu entre la Grande-Bretagne, la France et l'Espagne. Bien que première grande revendication territoriale européenne en Amérique du Nord, la Floride espagnole n'a jamais vraiment compté pour les Espagnols. Elle n'avait ni or ni argent, manquait de population pour l'agriculture et subissait des raids constants des colons anglais et amérindiens du Nord. Elle faisait surtout office de zone tampon pour empêcher les Anglais de s'étendre vers le reste de la Nouvelle-Espagne. Ainsi, en 1763, à la suite de la victoire britannique lors de la guerre de 7 ans contre la France, une série de réorganisations et de transferts territoriaux eut lieu, incluant la Floride. La France perdit essentiellement toutes ses colonies nord-américaines, ainsi que la plupart de ses îles des Caraïbes, et céda la Louisiane à l'administration espagnole, bien que temporairement. L'Espagne dut vendre la Floride à la Grande-Bretagne contre la restitution de la Havane et de Manille, occupées par les Britanniques durant la guerre. Ainsi, la Floride devint britannique, et ses rares habitants espagnols partirent s'installer à Cuba. Assez curieusement, des siècles plus tard, le mouvement migratoire inverse se produirait, lorsque de nombreux Cubains fuiraient l'île vers la Floride à cause de la révolution cubaine, certains revenant peut-être sur la terre que leurs ancêtres espagnols avaient d'abord colonisée en Amérique du Nord. Comme le territoire nouvellement acquis était trop vaste pour être gouverné depuis un seul centre administratif, les Britanniques décidèrent de le diviser en deux nouvelles colonies séparées par la rivière Apalachicola, la Floride occidentale et la Floride orientale. En résumé, la Floride occidentale englobait tout le territoire situé entre les rivières Mississippi et Apalachicola, avec une frontière nord qui a changé à plusieurs reprises au cours des années suivantes. Mais comme vous le savez, la Grande-Bretagne n'était pas destinée à conserver les deux Florides très longtemps. Peu de temps après, en 1765, la Révolution américaine a commencé. Bien que les deux Florides semblent rester fidèles quant à la Grande-Bretagne durant le conflit, elles ont aussi accueilli les dirigeants britanniques, fuyant les 13 colonies. La guerre a indirectement causé la perte de la Floride par les Britanniques. En 1781, et souvenez-vous, la Révolution ne s'est vraiment terminée qu'en 1783, les Espagnols, percevant la faiblesse britannique due à la guerre contre les Américains, ont envahi la Floride occidentale depuis la Louisiane. Après la guerre, la Grande-Bretagne a rendu les deux Florides à l'Espagne, qui a maintenu la division. J'ai étudié l'ascension et la chute des empires, et j'ai constaté que c'est assez similaire au marché boursier. Vous trouvez une action solide et vous y investissez, pour découvrir qu'un mois plus tard, elle a chuté et que vous avez perdu votre argent. Ensuite, j'ai trouvé un investissement qui rapporte simplement de façon régulière. Laissez-moi vous montrer comment je fais, et comment vous pouvez obtenir un bonus allant jusqu'à 500 €. Des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent, et ce n'est pas surprenant. Lorsque vous investissez en bourse, vous devez constamment prédire et prendre des décisions. Acheter, vendre, attendre, réagir aux actualités. C'est pourquoi j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché. C'est à ce moment-là que j'ai découvert Mintos. En termes simples, vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers, et vous gagnez des intérêts fixes en retour. Sur la plateforme Mintos, tout est simple. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance.
Et les paiements arrivent à chaque jour comme un revenu passif prévisible sur la plateforme. Je peux filtrer les prêts selon le rendement désiré, le niveau de risque que je suis prêt à prendre, l'horizon de temps pour récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir, et même la devise. Mintos propose également des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement, ce qui me laisse plus de temps pour voyager comme j'aime. La grande question est, quel est le rendement attendu? Avec Mintos, le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour un revenu passif. Mintos fonctionne depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous la directive MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 500 € à partir d'un investissement de 500 €. Cliquez sur le lien ou scannez le QR code pour l'obtenir dès maintenant. Des rendements stables, pas de mauvaises surprises, et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Cependant, l'absence de frontières définies a entraîné une série de différends frontaliers entre les Espagnols et les États-Unis désormais indépendants, ce qui aboutirait à l'annexion des deux Florides par les États-Unis. Ce différend, qui portait uniquement sur les frontières de la Floride occidentale, a duré environ 37 ans et a connu deux moments clés. Le premier fut un moment de désaccord initial concernant les frontières héritées par l'Espagne des Britanniques, contestant essentiellement quelle ligne parallèle définissait la frontière nord. Les États-Unis soutenaient que la terre entre les 31e et 32e degrés avait toujours été un territoire britannique, et leur revenait, tandis que l'Espagne affirmait que sa revendication sur la Floride occidentale atteignait la ligne des 32 degrés et 22 minutes. Quoi qu'il en soit, ce différend fut résolu avec le traité de Pinckney de 1795, nommé d'après Thomas Pinckney, qui négocia le traité pour les États-Unis. Don Manuel de Godoy représentait l'Espagne. Ce traité définissait la frontière entre les États-Unis et la Floride espagnole et garantissait aux États-Unis des droits de navigation sur le fleuve Mississippi. Cependant, le différend n'était pas totalement résolu, et un second moment de tension est survenu après l'achat de la Louisiane en 1803. La Louisiane venait d'être restituée à la France par l'Espagne. Et alors que les États-Unis ne voulaient acheter que la ville et le port de Louisiane eux-mêmes aux Français, la France a décidé de leur vendre tout le territoire, semblant ainsi abandonner l'idée d'avoir un empire colonial, en raison de leur échec à réprimer une rébellion à Haïti, et de leur volonté de concentrer leurs ressources sur la conquête de l'Europe. En achetant la Louisiane aux Français, les États-Unis eurent un nouveau conflit frontalier avec la Floride occidentale espagnole. La question des terres du Nord était réglée, mais celle de l'Ouest restait en suspens. Parce que, à l'insu des Américains, en 1762, la France avait signé un traité secret avec l'Espagne qui, une fois révélé en 1764, avait effectivement cédé toutes les terres françaises à l'ouest du fleuve Mississippi, ainsi que l'île de la Nouvelle-Orléans, à l'Espagne. Les Espagnols ont rapidement annexé cela à la Floride occidentale. Ainsi, lorsque les Américains ont acheté la Louisiane aux Français, ils ont estimé avoir droit à ces terres secrètement cédées, et donc à une partie de la Floride occidentale espagnole. Cette controverse a conduit à la sécession de cette partie de la Floride occidentale, connue précisément sous le nom de République de Floride occidentale, du contrôle espagnol en 1810 et à son annexion ultérieure par les États-Unis. La légitimité d'une révolte locale semble pratiquement inexistante, et il s'agissait entièrement d'un mouvement soutenu par les États-Unis pour faire pression sur les Espagnols afin qu'ils cèdent le territoire, ou qu'ils acceptent enfin de leur vendre les deux Florides. En fait, nous avons appris plus tard que, le 12 février 1812, le Congrès avait secrètement autorisé le président James Madison à prendre possession de cette partie de la Floride occidentale, avec l'autorisation d'utiliser la force militaire et navale si cela était jugé nécessaire. Certains historiens considèrent en fait ce moment comme représentant l'émergence de l'impérialisme américain naissant. Le territoire de cette république fait maintenant partie de la Louisiane, ce qui montre peut-être l'argument des États-Unis à l'époque. Ce n'était pas une partie de la Floride, et c'est pourquoi cela aurait dû leur être donné avec l'achat de la Louisiane. La République voulait contrôler le district de Mobile, qui comprenait des parties de ce qui deviendrait le Mississippi et l'Alabama. Mais une expédition militaire a échoué contre les Espagnols. Je pense que cela nous montre que le but du mouvement mené et soutenu par les États-Unis n'était pas seulement d'obtenir ce territoire dont ils se sentaient lésés, mais aussi de faire pression sur l'Espagne pour qu'elle abandonne toute la Floride. Malgré une résistance initiale aux avancées américaines, les Espagnols ne se souciaient toujours pas de la Floride. Pour eux,
Cela était devenu un fardeau de devoir envoyer des colons et des garnisons de soldats dans un territoire qui n'était pas si rentable économiquement pour eux. Ils étaient également épuisés par la guerre d'Espagne contre Napoléon. Un exemple de cela était le fait qu'ils avaient permis à un autre État dissident d'exister temporairement en Floride orientale, Muskogee. Je l'ai mentionné dans une vidéo précédente. Mais l'État de Muskogee était une nation souveraine, autoproclamée, située en Floride, fondée en 1799 et dirigée par William Augustus Bowles, un vétéran loyaliste de la guerre d'indépendance américaine qui vivait parmi les Muskogés. Et il envisageait d'unir les Amérindiens du Sud-Est en une seule nation capable de résister à l'expansion des États-Unis. Même si cela a finalement échoué, en raison de l'abandon du soutien britannique précédent et de l'opposition conjointe des États-Unis et de l'Espagne, cela a démontré l'incapacité de l'Espagne à contrôler l'intérieur de la Floride orientale, du moins de facto. La présence espagnole avait été réduite à la capitale, San Agustín, et à d'autres villes côtières, tandis que l'intérieur appartenait réellement à la nation séminole. Les Espagnols étaient aussi confrontés à des révoltes en Amérique du Sud, et à un différend frontalier avec les États-Unis à l'ouest. Au Texas, Madrid a décidé de céder les territoires de Floride occidentale et orientale aux États-Unis en échange du règlement de ce différend frontalier, le long de la rivière Sabine au Texas espagnol. À cause de cela, en 1819, les États-Unis et l'Espagne ont négocié le traité Adams-Onis, dans lequel les États-Unis ont acheté le reste de la Floride à l'Espagne, même si celle-ci avait auparavant refusé les tentatives américaines d'acheter ces terres. Le traité a fixé la frontière du territoire et des revendications des États-Unis, traversant les Rocheuses jusqu'à l'océan Pacifique, en échange de Washington. Le gouvernement américain a accepté de payer jusqu'à 5 millions de dollars espagnols aux résidents pour leurs réclamations contre l'Espagne, et de renoncer à ses revendications sur certaines parties du Texas espagnol situées à l'ouest de la rivière Sabine, et sur d'autres territoires espagnols visés par l'achat de la Louisiane. Ainsi, le territoire qui était initialement une colonie espagnole a ensuite été divisé en deux par les Britanniques, lorsqu'ils l'ont obtenu. L'Espagne qui a maintenu la division après la reconquête, et qui est devenue un sujet de dispute entre elle et les États-Unis, a finalement connu son destin, étant annexée par les États-Unis en 1819. Les États-Unis ne voulaient pas garder cette division Est-Ouest. En conséquence, l'armée américaine a pris le contrôle et gouverné les deux Florides, avec le père fondateur Andrew Jackson servant comme premier gouverneur. Les États-Unis ont rapidement organisé le territoire de Floride le 30 mars 1822, en combinant la Floride orientale et occidentale à l'est de la rivière Perito, et en établissant un gouvernement territorial. Elle a ensuite été admise dans l'Union, en tant qu'État, le 3 mars 1845. L'existence passée de la Floride occidentale a influencé le choix de l'emplacement de la capitale de la Floride, malgré l'unification des territoires. Au début, ils alternaient entre les capitales historiques des deux territoires, Pensacola et Saint-Augustin. Mais cela obligeait les délégués à voyager près d'un mois par terre. Alors ils ont choisi un point à mi-chemin, Tallahassee, qui reste aujourd'hui la capitale. Certains soutiennent toujours que la Floride ne devrait pas inclure sa bande nord-ouest, correspondant à l'ancienne Floride occidentale. Beaucoup en Alabama affirment que la bande nord-ouest devrait plutôt faire partie de leur État, élargissant ainsi leur accès à la côte. Et la vérité, c'est que la culture locale est plus proche de celle de l'Alabama que du reste de la Floride. Elle laissait rester une partie de la Floride probablement parce qu'elle en faisait partie dès le début, même après avoir été séparée. Qu'en penses-tu? Faut-il redécouper la Floride en Est et Ouest? L'Ouest devrait-il devenir un État ou rejoindre l'Alabama? Donnez votre avis en commentaire. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous pour les prochaines vidéos. À bientôt pour plus de culture générale.